4 exemplaires. C'est tout ce qu'il reste du géant que la France entière avait acclamé. Le colosse Berliet-Tessan, ce monstre de 50 tonnes qui avait fait trembler le sol du salon de Paris avant de mourir lentement, enseveli dans le sable du désert. On a écrit des livres sur lui, on a tourné des reportages, on l'a pleuré comme on pleure un héros tombé trop tôt. Mais voilà le secret que presque personne ne raconte. La vérité que l'histoire officielle a soigneusement rangée dans un tiroir poussiéreux. Le véritable roi du Sahara n'était pas ce colosse. C'était son petit frère. Un camion modeste, presque banal, que personne ne regardait pendant que tous les projecteurs brillaient sur le géant. Un camion que vous avez peut-être déjà vu sans le savoir, lancé à pleine vitesse sur un écran de cinéma, conduit par Lino Ventura en personne, dans une poursuite haletante à travers les dunes brûlantes. Ce camion s'appelait la Gazelle, et son histoire est 1000 fois plus belle que celle du géant qui lui a volé la lumière. Alors installez-vous, parce que ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire la plus injuste et la plus magnifique de l'industrie française. L'histoire d'un nain mécanique qui a réussi exactement là où le Titan a échoué. Et pour comprendre comment c'est arrivé, il faut revenir au tout début, à ce moment précis où la France s'est retrouvée face à un problème que personne ne savait résoudre. Nous sommes au milieu des années 50. La France vit ses 30 glorieuses, cette période d'euphorie où tout semble possible, où l'on construit, où l'on rêve grand, où l'économie galope comme jamais. Et soudain, une nouvelle électrise tout le pays. On a trouvé du pétrole, pas n'importe où, mais dans le Sahara algérien, sous cet océan de sable que personne ne voulait traverser. Des fortunes entières dorment là, sous les dunes, et la France entend bien les sortir de terre. Sauf qu'il y a un détail, un tout petit détail qui va devenir un cauchemar. Comment transporter le matériel, les hommes, les machines, le carburant, à travers des centaines de kilomètres d'un terrain où même le diable refuserait de mettre les pieds? Le sable, voyez-vous, est l'ennemi le plus sournois qu'un camion puisse affronter. Il n'oppose pas de résistance franche comme un rocher, non, il est bien pire. Il avale les roues, il les enfonce centimètre par centimètre, il transforme chaque mètre parcouru en bataille épuisante. Les Américains, qui pensaient avoir les meilleurs camions du monde, ont envoyé leurs engins dans le désert algérien. Et ces engins se sont enlisés, encore et encore, comme des éléphants pris dans des sables mouvants. Le constat était humiliant pour tout le monde. Personne, absolument personne, n'avait le véhicule capable de dompter cet enfer de poussière. C'est là qu'entre en scène un homme dont vous devez retenir le nom, Paul Berliet, le fils du fondateur Marius Berliet, directeur général adjoint de cette firme lyonnaise qui construisait des camions depuis plus d'un demi-siècle. En 1956, Paul Berliet fait quelque chose que peu de patrons auraient osé faire. Au lieu de rester confortablement dans son bureau à étudier des rapports, il part lui-même au Sahara. Il veut voir de ses propres yeux. Il s'installe au volant d'un Berliet GLB 4 roues motrices, un véhicule censé être adapté au tout-terrain, et il s'enfonce dans le désert. Et ce qu'il découvre le laisse stupéfait. Le camion est un désastre. Mal équilibré, beaucoup trop chargé sur l'essieu avant, avec une charge utile ridicule et un moteur poussif qui rend l'âme dès que le sable se fait profond. Paul Berliet comprend immédiatement l'ampleur du problème. Ses propres camions ne valent rien dans ces conditions. Et si personne ne réagit, ce sont les Américains qui rafleront tous les contrats du pétrole saharien. De retour à Lyon, il prend une décision qui va tout changer. Il lance non pas un, mais 2 projets en parallèle. Le premier, c'est le fameux Tessan, ce mastodonte démesuré pensé pour écraser la concurrence par sa taille pure. Un colosse de 50 tonnes destiné à frapper les esprits et à entrer dans la légende. C'est le projet Glamour, celui dont tout le monde parlera. Mais Paul Berliet est un industriel, pas un rêveur. Il sait qu'un record ne transporte pas de marchandises au quotidien. Alors, dans l'ombre du géant, il lance discrètement un second projet. Un camion qui n'a aucune ambition de battre des records. Un camion qui doit simplement, modestement, faire le travail. Et le faire mieux que quiconque. La question qui hante les ingénieurs lyonnais est presque philosophique. Que faut-il vraiment au désert? Un champion spectaculaire qui éblouit des foules une fois, ou un travailleur infatigable qui ne tombe jamais en panne? La réponse à cette question allait décider du sort de toute l'entreprise. Et pour y répondre, Berliet va confier ce projet discret à un ingénieur qui n'avait rien d'une vedette, mais qui possédait une qualité rare, le pragmatisme absolu. Cet homme refusait la complexité inutile.
Il refusait les paris technologiques risqués. Sa philosophie tenait en une phrase simple. Pourquoi inventer ce qui existe déjà et qui fonctionne? Pendant que les projecteurs du monde entier se braquaient sur le colosse en construction, personne ne prêtait attention à cette petite équipe qui assemblait, pièce par pièce, ce qui allait devenir l'un des camions les plus glorieux de l'histoire française. Une mécanique née non pas d'un coup de génie spectaculaire, mais d'une intelligence patiente et terriblement efficace. Personne ne le savait encore, mais dans cet atelier discret, on était en train de fabriquer la machine qui allait humilier le sable là où le géant lui-même allait échouer. Et le plus incroyable, c'est la façon dont cette gazelle est née. Car ce camion qui allait conquérir un désert n'a presque rien inventé. Tout, ou presque, existait déjà. Comment construire en moins de 10 mois un camion capable de réussir là où les meilleurs ingénieurs du monde avaient échoué? La réponse de Berlier va vous surprendre, parce qu'elle est tout sauf glorieuse. Il n'y a pas eu de révolution technologique, pas de moteur miraculeux sorti d'un laboratoire secret, pas de matériaux venus de l'espace. Non, le secret, c'était le bon sens. Un bon sens si radical qu'il en devient génial. L'ingénieur chargé de ce projet discret s'appelait Jean Girard. Et cet homme avait compris une chose que les rêveurs oublient toujours. Dans le désert, à des centaines de kilomètres de tout, ce qui compte n'est pas la performance pure. Ce qui compte, c'est que la machine ne tombe jamais en panne. Et que si elle tombe en panne malgré tout, on puisse la réparer avec les moyens du bord. Alors plutôt que d'inventer un camion entièrement nouveau, Girard a fait quelque chose d'audacieux par sa simplicité. Il a pris un catalogue de pièces Berlier déjà existantes, des organes qui avaient prouvé leur robustesse pendant des années sur d'autres modèles de la marque, et il les a assemblés ensemble comme un puzzle mécanique. Une boîte de vitesse Berlier à 5 rapports qui existait déjà, une boîte de transfert venue d'un autre fournisseur, Airway-Torn, un pont arrière de série modifié pour l'occasion, et au cœur de tout cela, le moteur du Berlier GLR, un bloc éprouvé qui développait plus de 125 chevaux et affichait une cylindrée généreuse de presque 8 litres. Vous voyez le génie de la manœuvre? Chaque pièce de ce camion avait déjà fait ses preuves ailleurs. Chaque organe était connu, maîtrisé et surtout réparable par n'importe quel mécanicien qui connaissait la marque. Pendant que les concurrents misaient sur des prouesses fragiles, Berlier misait sur la fiabilité brute. Et croyez-moi, dans le sable saharien, cette philosophie valait tout l'or du monde. Mais le véritable coup de maître de ce camion ne tenait pas seulement à ses pièces. Il tenait à son architecture. 6 roues motrices, ce qu'on appelle un 6x6. 3 essieux tout moteur qui se partageaient l'effort. Et là, Girard a réussi un exploit que beaucoup d'ingénieurs négligeaient. L'équilibrage parfait. La charge se répartissait de façon presque identique sur chacun des 3 ponts. Pourquoi est-ce si important ? Parce que dans le sable, le moindre déséquilibre est fatal. Souvenez-vous du Berlier GLB que Paul Berlier avait conduit dans le désert, ce camion trop lourd à l'avant qui plongeait dans la poussière comme une ancre. Eh bien, la gazelle était son exact opposé. Là où l'autre s'enfonçait, elle flottait presque sur le sable. Chaque roue portait sa juste part, aucune ne s'enlisait avant les autres, et l'ensemble avançait avec une assurance déconcertante. Restait la question des pneus, ce détail que les amateurs sous-estiment et que les vrais connaisseurs vénèrent. Berlier a compris que dans le désert, des pneus larges, à basse pression, avec des sculptures peu agressives, faisaient toute la différence. Un pneu trop accrocheur creuse le sable, le fouille et finit par enterrer le véhicule. Un pneu lisse, au contraire, glisse sur la surface, laisse une trace peu profonde et permet d'avancer sans s'engloutir. Cette leçon, les ingénieurs lyonnais allaient la payer cher pour l'apprendre. Parce qu'au tout début, tout n'était pas parfait, loin de là. Le prototype fut achevé à l'usine Berlier de Courbevoie, et tenez-vous bien, en moins de 10 mois. 10 mois pour passer de l'idée à un camion roulant capable d'affronter le pire désert de la planète. Quand on sait qu'aujourd'hui il faut parfois des années pour développer un simple modèle de série, ce délai donne le vertige. C'était de l'ingénierie de guerre, menée tambour battant, avec la pression du pétrole saharien qui filait entre les doigts de la France. Et puis vint le moment de vérité, les premiers essais. Pas encore dans le Sahara, c'était trop risqué, mais dans un terrain qui en imitait la traîtrise, la fameuse mer de sable d'Ermenonville, à 2 pas de Paris. Imaginez la scène.
Une poignée d'ingénieurs, le cœur battant, qui regardent leur création s'élancer pour la première fois sur les dunes artificielles. Tout leur travail, toute leur philosophie du bon sens se jouait dans ces quelques mètres. Le camion allait-il flotter sur le sable comme il l'espérait ou s'enfoncer comme tant d'autres avant lui? La gazelle a tenu bon. Elle grimpait les pentes, mordait le sable juste ce qu'il fallait et ressortait là où les autres restaient cloués. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore des réglages à affiner, des histoires de pneumatiques à résoudre, des sculptures de gomme qui accrochaient trop et qu'il faudrait corriger. Mais l'essentiel était là, le concept fonctionnait. Cette mécanique de briques et de brocs, ce puzzle d'organes empruntés à droite et à gauche, se comportait comme un véritable animal du désert. D'ailleurs, c'est à ce moment que le surnom est né, gazelle, comme cette antilope africaine légère et bondissante qui court sur le sable sans jamais s'y enfoncer. Pouvait-on trouver nom plus juste? Là où le géant Tessan évoquait la puissance écrasante et statique d'un mastodonte, la gazelle évoquait la grâce, l'agilité, la vitesse. Et ce contraste entre les deux frères de la même famille Berlier résume à lui seul toute la leçon de cette histoire. D'un côté la démesure tapageuse, de l'autre l'intelligence discrète. Pourtant, à cet instant précis, personne ne pouvait deviner le destin extraordinaire qui attendait ce petit camion. Réussir des essais près de Paris, c'est une chose. Survivre au véritable Sahara, avec ses températures écrasantes, ses tempêtes de sable et ses distances inhumaines, c'en est une autre. La gazelle avait prouvé qu'elle savait marcher, mais saurait-elle conquérir? Et c'est précisément ce que Paul Berlier avait en tête. Car cet homme ne se contentait pas de vendre des camions. Il voulait offrir au monde entier une démonstration si spectaculaire, si folle, que plus personne ne pourrait douter de ce que ces machines avaient dans le ventre. Une aventure à travers l'un des endroits les plus hostiles de la Terre, qui allait soit consacrer la gazelle comme une légende, soit l'engloutir à jamais dans les dunes. Une démonstration spectaculaire, voilà ce que Paul Berlier voulait offrir au monde. Mais ce qu'il a osé organiser dépasse de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer. Pas un simple essai dans le désert, pas une petite virée pour la presse. Non, une véritable expédition scientifique à travers le cœur le plus brûlant et le plus inhospitalier du Sahara, baptisée la mission Berlier-Ténéré. De novembre 1959 à janvier 1960, une colonne entière allait s'élancer dans l'inconnu, partant de l'Algérie pour rejoindre les confins du Tchad. Des milliers de kilomètres à travers le néant. Et au cœur de cette aventure, 9 gazelles, 9 petits camions chargés de prouver à la face du monde qu'un véhicule français pouvait dompter ce que la planète comptait de plus impitoyable. Mais ce qui rend cette mission absolument inoubliable, ce n'est pas seulement son audace, c'est sa beauté. Parce que Paul Berlier, ce visionnaire, avait eu une idée géniale. Chacune des 9 gazelles reçut une couleur différente, selon la nature de sa cargaison. Et le résultat était à couper le souffle. Imaginez cette caravane multicolore avançant dans l'immensité ocre du désert, un véritable arc-en-ciel mécanique perdu au milieu des dunes. Il y avait le violet, qui transportait la paille et les emballages vides destinés à ramener les trouvailles archéologiques et géologiques. Il y avait le jaune Sahara, réservé au précieux matériel cinématographique. Le gris portait le matériel de campement et les appareils scientifiques. Le jaune clair abritait les citernes sous leurs bâches. L'orange charriait le gazoil. Le bleu, l'essence pour les véhicules légers et l'hélicoptère. Et le rouge, lui, était le camion atelier, le médecin de la colonne, celui qui réparait tous les autres. Avez-vous déjà entendu parler d'une expédition aussi cinématographique dans sa conception même? On dirait une œuvre d'art roulante, et pourtant chaque couleur avait sa fonction, sa logique, son utilité. Cette caravane n'était pas une petite affaire de bricoleurs. 65 hommes y participaient. Une équipe Berlier, bien sûr, mais aussi une équipe scientifique, une équipe avec hélicoptère, une autre avec un avion Cessna, une équipe de presse, une équipe de cinéma, rien que ça. Paul Berlier ne voulait pas seulement traverser le désert, il voulait que le monde entier le voie, qu'on filme chaque dune franchie, qu'on photographie chaque exploit. C'était du génie marketing avant l'heure, et l'on doit reconnaître que l'homme avait un sens du spectacle redoutable. Et puis, il y avait une présence qui donnait à cette aventure une dimension presque littéraire. Parmi les participants se trouvait Roger Frison-Roche, l'écrivain aventurier, l'homme qui avait fait rêver des générations entières avec ses récits de montagnes et de grands espaces. Sa présence n'était pas un hasard.
Berlier savait que pour transformer une opération industrielle en légende, il fallait une plume capable de raconter l'épopée. Et de cette mission, Frison Roche tirerait un livre entier, publié dès 1960 sous le titre « Mission Ténéré ». Le camion devenait personnage de roman. Quel constructeur peut se vanter d'avoir transformé son véhicule en héros de littérature? Mais ne nous y trompons pas. Derrière la beauté du spectacle se cachait une épreuve d'une brutalité extrême. Le Sahara ne fait pas de cadeaux. Quand la colonne atteignit la région de Bilma, au Niger, à des centaines de kilomètres au nord-est d'Agadez, elle se heurta à des dunes d'une hauteur terrifiante. Et là, dans ce sable d'une finesse traîtresse qui fuyait sous les roues comme de l'eau, les gazelles durent livrer le combat de leur vie. Il fallait parfois recourir à des plaques métalliques posées sous les pneus pour ne pas s'enliser. À la descente, après le passage de la crête, les roues s'enfonçaient bien plus profondément sous la poussée du véhicule. Chaque dune était une bataille. Mais voici ce qui force l'admiration. Doucement, sûrement, sans jamais renoncer, tous les 6x6 finissaient par surmonter l'obstacle. Lentement peut-être, mais ils passaient. Toujours. C'est durant ces essais grandeur nature que les leçons cruciales furent apprises. Des ingénieurs testaient différents pneumatiques, et les résultats furent sans appel. Les pneus à sculpture agressive, ceux qui semblaient pourtant les plus mordants, accrochaient trop, fouillaient le sable et contribuaient à l'enlisement. À l'inverse, les pneus à profil lisse, ceux qui n'opposaient presque aucune résistance, laissaient des traces peu profondes et permettaient d'avancer là où les autres mouraient. La gazelle équipée de ces pneumatiques se révéla la plus performante de toutes. Voilà comment, dune après dune, erreur après correction, le petit camion apprenait à devenir invincible. Et il y a une image que je trouve magnifique dans cette histoire, un détail qui dit tout. Pendant que ces machines affrontaient la fournaise du désert, les hommes qui partaient au Sahara emportaient dans leurs bagages des pulls, de gros manteaux et d'énormes cache-nez. Pourquoi ? Parce qu'ils voyageaient à bord d'avions volant à 3000 mètres d'altitude où le froid était glacial, et parce que les nuits dans le désert sont d'une morsure brutale. Le grand étonnement de leurs épouses était de les voir partir vers le pays le plus chaud du monde, habillés comme pour affronter l'hiver. Ce contraste résume à lui seul l'absurdité magnifique de cette aventure humaine. Quand la colonne arriva enfin à destination, le 7 janvier 1960, le pari était gagné. La gazelle n'avait pas seulement survécu au Sahara, elle l'avait traversé de part en part, méthodiquement, sans drame irréparable, en prouvant qu'un véhicule bien pensé pouvait franchir ce que l'on croyait infranchissable. La démonstration était totale, éclatante, indiscutable. Mais Paul Berlier ne le savait pas encore. Cette traversée triomphale venait d'attirer l'attention d'un acteur autrement plus puissant que toutes les compagnies pétrolières réunies. Des yeux attentifs avaient observé chaque exploit de ce petit camion dans les dunes. Des yeux qui appartenaient à une institution capable de commander non pas quelques dizaines, mais des dizaines de milliers de véhicules. Et c'est cette rencontre inattendue qui allait transformer une simple réussite commerciale en véritable légende nationale. Des dizaines de milliers de véhicules. Retenez bien ce chiffre, parce qu'il va donner le vertige à la fin de cette histoire. Mais avant que l'armée n'entre en scène, il faut rendre justice à la première vie de la gazelle, celle pour laquelle elle avait été conçue. Car pendant que la presse s'extasiait sur la traversée du Ténéré, le petit camion accomplissait déjà, jour après jour, le travail le plus ingrat et le plus précieux qui soit. Sur les champs pétroliers du Sahara, là où des fortunes sortaient enfin du sable, la gazelle transportait sans relâche les hommes, le matériel, le carburant. Pas de gloire, pas de caméra, juste la besogne quotidienne, accomplie avec une régularité d'horloge. Et c'est exactement là que sa vraie nature éclatait au grand jour. Vous voulez savoir ce qui faisait des conducteurs et des mécaniciens des amoureux fous de ce camion ? Ce n'était pas sa vitesse, ce n'était pas son confort. C'était cette qualité presque magique qu'on appelle la réparabilité. Laissez-moi vous raconter une histoire qui circule encore parmi les anciens du désert. Lors d'une mission de reconnaissance dans le Sahara algérien, un convoi de 3 gazelles progressait depuis plusieurs jours dans un terrain particulièrement difficile quand l'un des camions tomba en panne de transmission. Et pas n'importe où, à plus de 200 km de la base la plus proche. Dans n'importe quelle autre circonstance, avec n'importe quel autre véhicule, c'était la catastrophe assurée.
l'abandon pur et simple de la machine au milieu de nulle part. Mais pas avec la gazelle. Les mécaniciens du convoi se mirent au travail avec les moyens du bord. Ils utilisèrent les pièces détachées transportées par les 2 autres camions et ils allèrent même jusqu'à démonter certains éléments d'un véhicule pour réparer l'autre. Vous comprenez maintenant pourquoi le bon sens de Jean Girard valait de l'or. Parce que toutes ces machines partageaient les mêmes organes. Parce que tout avait été pensé pour être standardisé et démontable. Un camion immobilisé pouvait renaître au beau milieu du désert, sauvé par le cannibalisme bienveillant de ses frères. Cette conception robuste et cette interchangeabilité des pièces transformaient chaque panne mortelle en simple contretemps. Voilà la vraie noblesse de cette machine. Une noblesse qui ne brille pas, mais qui sauve des vies. Et c'est précisément cette qualité qui allait séduire le client le plus exigeant du monde, l'armée française. Souvenez-vous, nous sommes à une époque où l'armée roule encore avec de vieux camions américains, les fameux GMC hérités de la Seconde Guerre mondiale. Des véhicules vaillants mais vieillissants, fatigués, dépassés. Les militaires cherchent désespérément un remplaçant, et surtout un engin taillé pour les conditions extrêmes. Or, que voient-ils défiler sous leurs yeux dans les dunes? Ce petit 6x6 lyonnais qui franchit l'infranchissable avec une obstination admirable. La décision ne tarde pas. L'armée veut sa gazelle. Mais attention, un camion civil ne devient pas militaire d'un simple coup de baguette. Il fallait l'adapter, le durcir, le transformer en véritable soldat mécanique. Et c'est ainsi que naquit une version qui allait éclipser toutes les autres, le GBC8 KT. Derrière ces lettres se cache une logique implacable. Le K signifiait polycarburant, parce qu'un véhicule militaire doit pouvoir avaler n'importe quel carburant qu'on trouve sur un théâtre d'opération, du gazole comme de l'essence, sans faire la fine bouche. Et le T signifiait tactique. Ce camion-là n'était plus un ouvrier du pétrole, c'était un instrument de guerre. Les transformations furent profondes. Le véhicule reçut une cabine d'un genre nouveau, une cabine dite torpedo, découvrable, au toit souple et au pare-brise rabattable, dessinée par le styliste maison Charbonneau, avec ses lignes anguleuses typiquement militaires. On lui offrit une boîte de vitesse à 6 rapports, on allongea l'empattement de 22 cm. On supprima même la roue de secours placée derrière la cabine pour gagner en longueur de plateau, augmentant ainsi sa capacité de charge. Chaque détail était pensé pour le combat et l'endurance. À partir de 1962, le GBC-8 KT commença à être livré à l'armée française, et il entamait là une carrière dont personne, à ce moment-là, ne pouvait soupçonner la durée extraordinaire. Voilà donc notre petit camion devenu soldat. Mais croyez-vous que la gloire de la gazelle se limitait aux pistes du désert et aux casernes? Détrompez-vous, car le destin dut réserver une consécration que jamais un ingénieur n'aurait osé rêver. La gazelle allait devenir une star de cinéma. En 1964, sort sur les écrans français un film qui va marquer toute une génération, 100 000 $ au soleil, signé Henri Verneuil, avec des dialogues ciselés par le grand Michel Audiard. Et qui trouve-t-on au volant d'une gazelle lancée à pleine vitesse dans une poursuite endiablée à travers les pistes brûlantes? Lino Ventura en personne, l'une des plus grandes gueules du cinéma français, partie aux trousses de Jean-Paul Belmondo. Imaginez l'impact. Des millions de Français découvrent ce camion non pas dans une publicité, non pas dans un reportage technique, mais dans une œuvre populaire, vibrante, pleine de sueur et de poussière. Le 6x6 lyonnais devenait un acteur à part entière, un personnage de cinéma, gravé pour toujours dans la mémoire collective du pays. Et il y a une justice presque poétique dans tout cela. Ce camion né du pragmatisme le plus terre-à-terre, cette mécanique assemblée à partir de pièces de récupération, accédait au rang de mythe culturel. Pendant que le géant Tessan sombrait déjà dans l'oubli, sa publicité épuisée, ses quelques exemplaires relégués au rang de curiosité, la gazelle, elle, vivait sa plus belle heure. Elle roulait dans le désert, elle servait dans l'armée et elle triomphait sur grand écran. Le petit frère qu'on ne regardait pas avait gagné sur tous les tableaux à la fois, mais le plus stupéfiant reste à venir. Car cette carrière militaire qui commençait en 1962 n'allait pas durer quelques années comme on aurait pu le croire. Elle allait durer des décennies. Et le nombre de ces petites gazelles qui sortirent des usines françaises allait atteindre un chiffre si colossal qu'il rendrait définitivement ridicule la comparaison avec le géant déchu. Combien furent-elles exactement, ces fourmis mécaniques qui ont porté l'armée française sur leur dos
pendant près d'un demi-siècle? Combien furent-elles? Accrochez-vous, parce que la réponse va définitivement enterrer le mythe du géant. Le colosse Tessan, celui qui avait ébloui la planète entière, celui dont on parle encore dans les livres d'histoire automobile, n'a jamais existé qu'à 4 exemplaires. 4. On pourrait les compter sur les doigts d'une seule main. La Gazelle, elle, ce petit camion que personne ne regardait, fut fabriquée à près de 32 000 exemplaires, de 1957 jusqu'à 1977, dans les usines de Vénissieux et de Bourg-en-Bresse. 32 000 contre 4. Laissez ce contraste résonner un instant. Voilà la réponse définitive à la question que nous posions au tout début. Que faut-il vraiment au désert? Le champion spectaculaire ou le travailleur infatigable? L'histoire a tranché, et elle l'a fait avec une brutalité magnifique. Mais ce chiffre, aussi impressionnant soit-il, ne raconte qu'une partie de l'épopée. Car la carrière militaire de la Gazelle, sous sa forme guerrière, dépassa tout ce qu'on pouvait imaginer. Au total, en comptant toutes les versions militaires, ce sont des dizaines de milliers de véhicules qui furent livrés à l'armée française. Ils devinrent l'épine dorsale de toute la logistique de l'armée pendant la guerre froide, transportant les troupes et le ravitaillement à travers les décennies. Et voici ce qui force le respect le plus profond. Ces camions servirent jusqu'aux années 90. Vous avez bien entendu. Une machine conçue à la fin des années 50 roulait encore, fidèle au poste, près de 40 ans plus tard. En 1993, plutôt que de les jeter à la casse, l'armée décida de les moderniser, les transformant en une nouvelle version baptisée GBC 180, leur offrant une décennie de services supplémentaires. Quel autre camion peut se vanter d'une telle longévité? Et la gloire de la Gazelle ne s'arrêta même pas aux frontières de la France. Sa conception était si réussie, si parfaitement adaptée, qu'elle fut produite sous licence à l'autre bout du monde, jusqu'en Chine et au Portugal. Pensez-y un instant. Ce camion né d'un bon sens lyonnais, assemblé à partir de pièces empruntées, traversa les continents et inspira des productions étrangères. Le cadet discret était devenu un ambassadeur de l'ingénierie française, un modèle qu'on copiait et qu'on vénérait bien loin des dunes du Sahara qu'il avait vu naître. Alors une question me brûle les lèvres. Comment se fait-il que ce soit le géant Tessan dont on se souvienne, et non cette gazelle infiniment plus glorieuse? Parce que le monde, voyez-vous, est fasciné par le spectaculaire. Le record écrase la routine dans nos mémoires. On retient le colosse de 50 tonnes qui frappe l'imagination et l'on oublie le petit ouvrier qui, dans l'ombre, a réellement changé les choses. C'est profondément injuste, et c'est justement pour réparer cette injustice que cette histoire méritait d'être racontée. Le véritable héros n'est pas toujours celui qui crie le plus fort. Mais qu'est-il advenu de Berliet, cette maison lyonnaise qui avait engendré ces deux frères si différents? Le destin de la marque est à lui seul un roman doux amer. Après avoir connu son apogée avec des fleurons comme la Gazelle, la firme fondée par Marius Berliet allait peu à peu perdre son indépendance. En 1967, elle tomba dans le giron de Citroën. Puis, en 1974, elle fut absorbée par Renault. Et le nom prestigieux de Berliet, ce nom qui avait dompté le Sahara, finit par s'effacer purement et simplement, fondu dans ce qui deviendrait Renault Trucks. Le créateur disparaissait, mais sa créature, elle, continuait de rouler. N'est-ce pas le plus beau des héritages qu'une œuvre survive au nom de son auteur? Car aujourd'hui encore, la Gazelle n'est pas morte. La toute première, celle-là même que conduisait Lino Ventura dans le film et qui avait réellement participé aux missions sahariennes, a été entièrement restaurée. Elle est précieusement conservée à la Fondation Berliet, à Lyon, témoin silencieux d'une époque où des ingénieurs français osaient défier les déserts avec de la lucidité et de l'audace. Et au-delà de ce vénérable exemplaire, c'est toute une philosophie qui a survécu. Cette idée que la fiabilité vaut mieux que la performance, que la simplicité vaut mieux que la complexité, que le robuste vaut mieux que le brillant, irrigue encore aujourd'hui la façon dont la France conçoit ses camions militaires. Les descendants lointains de ce 6x6 roulent toujours, quelque part, portant en eux l'âme de la petite gazelle. Alors la prochaine fois que vous entendrez célébrer un géant, un record, un colosse qui éblouit des foules, souvenez-vous de cette leçon venue du sable, le désert. Ce juge impitoyable qui ne pardonne ni l'orgueil ni la faiblesse, n'a pas couronné le plus grand. Il n'a pas couronné le plus puissant, ni le plus spectaculaire.
Il a couronné le plus intelligent, le plus fiable, le plus humble. Il a couronné une gazelle là où il a laissé mourir un titan. Et si cette histoire nous enseigne une seule chose, c'est que la vraie grandeur ne se mesure pas en tonnes ni en records, mais en kilomètres parcourus, en pannes surmontées, en années de service fidèle. La gazelle n'a jamais cherché la gloire. C'est peut-être pour cela qu'elle l'a méritée plus que tout autre. Voilà, mes amis, l'histoire de ce petit camion qui a dompté le plus grand désert du monde. Une histoire d'ingéniosité française, de courage et de pragmatisme qui méritait enfin sa pleine lumière. Si ce récit vous a passionné autant qu'il m'a passionné de vous le raconter, faites-le savoir. Laissez un pouce levé pour soutenir cette chaîne. Écrivez en commentaire quel véhicule français vous aimeriez voir ressusciter dans une prochaine histoire. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de ces légendes oubliées de notre patrimoine automobile. Parce que derrière chaque vieille mécanique se cache une aventure humaine extraordinaire. Et nous avons encore tant de trésors à exhumer ensemble. À très bientôt pour une nouvelle épopée.